Bonjour à toutes et à tous. Nous avons dressé ce matin, avec le sondage Ipsos et notre première table ronde, un premier bilan de cette crise. La question est maintenant de savoir si cette crise va changer la donne. Quels sont les risques, quelles sont les opportunités pour la France et pour son attractivité? Voilà les thèmes de cette seconde table ronde intitulée « Les cartes de l'attractivité vont-elles être rebattues ?» C'est Éric Fourel, mon confrère, président d'EY France, qui va introduire et présider cette séquence. Je demande à Dominique Seux des Échos et de France Inter, qui va animer ce débat. Merci Dominique de votre fidélité, de monter sur scène, ainsi que nos prestigieux panélistes, Béatrice Dupuis de Procter & Gamble, Mathias Daune de Mondelez, Emmanuel Thiles de Janssen et Alain Melon de HPE France. Éric, je te laisse la parole. Bien, merci Olivier. Donc effectivement, est-ce que les cartes de l'attractivité vont-elles être rebattues? C'est le thème de notre deuxième table ronde. Alors en 2019, le baromètre EY que je commentais dans cette même enceinte, enfin à la Sorbonne, il consacrait le France is back. Et ce n'était pas qu'une formule, puisque effectivement, la France avait été placée au premier rang des destinations par les investisseurs étrangers dans leur choix. Et ça avait été évidemment un très beau succès, parce que c'était la première fois que ça arrivait. Et en fait, ce succès, il plébiscitait toutes les réformes qui avaient été promulguées, une plus grande fluidité sur le marché du travail, la conversion du CICE en abaissement des charges sociales, et puis aussi une meilleure prévisibilité de la norme fiscale en particulier. Et alors là-dessus, évidemment, la crise Covid, 2020, la sidération dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, clairement, on voit, on voit dans le sondage Ipsos qu'on a commenté tout à l'heure et aussi dans l'étude EY qui est parue en octobre, que finalement, une infime partie des investisseurs ont annulé leurs projets d'investissement, mais on voit aussi que quand même la plupart d'entre eux les ont aujourd'hui reconfigurés ou même retardés. Donc on voit bien qu'il y a un impact réel de cette crise sur les projets d'investissement, même si c'est quand même la bonne nouvelle de ce sondage de ce matin, 77% des investisseurs considèrent que la France est toujours très attractive. Donc les cartes sont évidemment, le jeu est nouveau, mais est-ce que les cartes sont vraiment rebattues? Alors on voit aussi dans ce sondage Ipsos, et je crois que ça a été dit dans la précédente table ronde, que l'Allemagne semble tirer son épingle du jeu en matière d'attractivité. Maintenant, je crois que c'est difficile à dire à cet instant si c'est simplement un effet de ce qu'ils ont été moins impactés que nous par la crise sanitaire, ou est-ce que ça va être une donnée pérenne. Puis alors, dans l'étude EY d'octobre, il y a aussi un élément intéressant qui montre que le Royaume-Uni n'est pas hors jeu, malgré le Brexit, dont on ne sait toujours pas si ce sera un Brexit dur avec des barrières douanières ou bien un Brexit libre-échangiste. Ça reste encore une question pour la fin de l'année qui aura un impact évidemment en matière d'attractivité. Donc beaucoup d'incertitudes. Une seule évidence, c'est qu'effectivement le jeu ne sera plus tout à fait le même. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que les cartes soient fondamentalement rebattues, parce qu'on voit également dans le sondage Ipsos, c'était très clair, que les critères décisifs en matière d'investissement, ils sont toujours les mêmes. C'est d'abord et avant tout la dynamique de croissance, c'est pour beaucoup la qualité des infrastructures, c'est la compétence, la richesse des compétences, c'est la résistance du système financier, et puis au premier rang, tout de même, le facteur coût, sur lequel on voit que la France n'est peut-être pas toujours, évidemment, dans la pole position. Donc des critères qui ne sont pas très différents de ce qu'ils étaient avant, et la France avait quand même acquis la première place, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne la retrouve pas le plus rapidement possible. Les investisseurs nous disent qu'il faudra quand même un horizon de 2 à 3 ans avant que véritablement les effets de la crise s'estompent à minima. Alors il y a un élément, je trouve quand même novateur dans
dans tout ce contexte d'après-crise, ou de presque après-crise, ou de futur après-crise, ce sont les plans de relance. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les plans de relance, c'est qu'à proportion, la France et l'Allemagne, ils font la même chose. Ce sont les deux politiques les plus ambitieuses, mais elles s'y prennent différemment. La France renforce clairement sa politique de l'offre, avec en particulier ces 10 milliards d'abaissement des impôts de production, et puis aussi cette multitude de mesures de soutien, Nicolas nous le disait tout à l'heure, pour la transition écologique, la transition numérique. L'Allemagne, elle fait un choix inverse, avec un plan de relance qui est axé sur la relance de la consommation, 20 milliards de baisse de la TVA. Alors, qu'est-ce que tout cela va donner? Je crois que c'est encore certainement un peu tôt pour le dire. Maintenant, les clés, c'est les entreprises qui les détiennent, évidemment, et probablement moins dans leur perception que dans leurs actes, que dans leurs intentions. Donc, Dominique, vous avez bien voulu interroger, animer cette table ronde autour de quels seront les investissements demain par les investisseurs étrangers. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci Eric. Bonjour à tous, bonjour à celles qui sont en duplex avec nous et à ceux tous deux qui sont en studio avec nous. Alors, nous allons parler vraiment de la réalité des entreprises, ce qu'elles font, ce qu'elles vivent, dans la poursuite de la continuité de ce qui a été dit auparavant. Nos quatre, pour tous nos téléspectateurs, nos quatre intervenants, je les présente rapidement. Bonjour Béatrice Dupuis. Vous êtes donc la directrice générale de Procter France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Alors, on rappelle votre portefeuille de marques, Always, Ariel, Gillette et bien d'autres encore. Peut-être juste pour nous préciser combien de salariés en France pour vous? 2200 salariés. 2200 salariés en France. Mathias Daune, président donc de Mondelez France. Alors vous, les marques, on les connaît aussi. Bon, vous avez 3000 collaborateurs en France, hein, c'est ça. Belin, Hollywood, Milka, Lu, donc des marques évidemment très connues aussi. Bonjour à vous. Emmanuel Piles, bonjour à vous. Vous êtes la présidente de Johnson France, donc c'est le groupe Johnson & Johnson. 1150 collaborateurs en France, je l'ai noté sur ma fiche. Et vous êtes donc en France le 4e laboratoire pharmaceutique. Au niveau mondial, vous vous classez comment? Évidemment, on parle beaucoup des laboratoires pharmaceutiques en ce moment. Et je ne manquerai pas de vous demander où vous en êtes dans vos recherches et votre vaccin. Au niveau mondial, vous vous situez à quel rang pour les labos? Alors, je veux dire parce qu'on fait partie du groupe Johnson & Johnson, donc parfois il y a une confusion dans nos produits. Et je dirais que le premier labo au niveau santé, on doit la 3e, 4e au niveau pharma. Très bien. Et enfin, Alain Melon, merci d'être là avec nous, président de HP en France. Bon, HP qu'on connaît bien. Combien de salariés, de collaborateurs en France? Hewlett Packard Enterprise, c'est à peu près 1300 personnes en France. D'accord. Alors, avant un certain nombre de questions sont prévues pour de thèmes de discussion sur l'attractivité. Peut-être un petit tour, et je vais commencer par vous, pour nous dire vraiment en quelques secondes comment vous avez vécu cette crise, à la fois moi à titre personnel, mais votre entreprise, comment elle a traversé ce moment-là. Et je vais vous poser à tous les quatre, vraiment en 30 secondes chacun, votre ressenti. Alors, un ressenti de soudaineté en France sur un certain nombre de mesures, même si on avait vu venir la crise étant opérant en Chine et opérant dans d'autres pays. Et puis un ressenti aussi rapidement de besoin de mettre en place des mesures différentes sur le mode de fonctionnement. Dans le secteur de l'IT, on était équipés, mais ça a été la soudaineté des changements qui a été le ressenti le plus fort. Vous avez vu votre chiffre d'affaires augmenter au T2, au T3 et beaucoup ou pas? Non, évidemment. On a été impacté comme tout le monde par l'activité. Donc on a dû s'adapter pour trouver les nouveaux modes de fonctionnement et tenir l'activité. Mais votre chiffre d'affaires a évolué comment? Parce que vous avez une activité numérique, qui a été très portée dans ce moment-là. De la demande pour faire de la connexion, de la demande pour faire des nouveaux projets, mais qui ne compensaient pas des projets qui étaient à l'arrêt. Donc une année qui a été globalement difficile. Je trouve que la numérisation, ça a été un facteur très fort pour rendre les entreprises résilientes. D'accord.
celles qui étaient déjà dans ce mode de fonctionnement ont traversé de façon plus simple la crise. Donc il y a eu beaucoup de demandes, un afflux de demandes, mais in fine, beaucoup d'arrêts de projets également liés au confinement en France. Et je retente une dernière fois, votre chiffre d'affaires a évolué de combien depuis le début de l'année? Comment a-t-il évolué? Non, on ne publie pas les chiffres d'affaires au niveau national. Vous ne publiez pas Non. les chiffres. Ok. Béatrice Dupuis, même question. Alors nous aussi, nous avons, je dirais, reçu cette crise et je dirais en pleine phase aussi. Nous avons dû nous adapter. Nous avons très vite orienté nos priorités sur 3 axes. Le premier, c'était de protéger nos employés. Deuxième, de servir nos consommateurs, j'y reviendrai. Et troisième, d'essayer d'aider nos communautés autour de nous autant que possible. Nous sommes très vite mis en marche. Nous avons essayé de faire ces 3 choses du mieux que nous avons pu. Et après, nous sommes, comme vous l'avez dit, nous sommes une société avec des produits de consommation essentiellement d'hygiène. Et ce secteur est un secteur qui n'a pas été impacté négativement par le Covid. Au contraire, nous avons vu certaines de nos références qui ont été vraiment poussées à la hausse par le contexte Covid, comme par exemple les références de Monsieur Propre antibactérien. Donc nous faisons partie des sociétés qui n'ont pas été impactées négativement par le Covid, j'y reviendrai. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons réussi dans notre entreprise en France aujourd'hui. Emmanuel Quiles, à vous. Alors pour nous, de la même façon, un impact qui était d'abord, on va dire tout d'abord un choc, puisque principalement nous, nos interactions au quotidien, c'est des interactions avec les professionnels de santé. Donc on a été stoppés dans cette capacité à interagir avec eux parce qu'ils étaient occupés par un problème qui était très sérieux, qui était la prise en charge des patients souffrant de Covid et qui a perturbé beaucoup les relations avec les hospitaliers. On s'est ressaisi, on a trouvé comment interagir différemment, puisque la grosse difficulté, c'était pouvoir interagir à distance plutôt qu'en face-face. Pouvoir continuer à avoir des discussions scientifiques, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les professionnels de santé. Donc, comment est-ce qu'on organisait les réunions médicales à distance? Donc, ça, c'était un de nos grosses activités. Et puis, l'autre chose qui était très importante également, c'était d'arriver à continuer à approvisionner les établissements de santé. Donc là, gros focus sur la logistique, comment arriver à distribuer, à ne pas avoir de rupture de stock dans cette période. Et puis, continuer à promouvoir le bon usage des médicaments, ce qui était très important puisque ils sont utilisés dans des domaines, on va dire, qui pouvaient être problématiques pour certains patients qui avaient renoncé à avoir accès aux soins. Donc, c'était un besoin aussi de continuer à pousser les patients et les médecins à maintenir un niveau de consultation qui était important. Et donc ça, c'était quelque chose qui était pour nous essentiel parce qu'on est dans des pathologies pour lesquelles la prise en charge rapide est quelque chose d'important pour l'outcome, pour la qualité de vie et parfois la survie du patient. Et donc d'avoir des patients qui ne venaient plus à l'hôpital était un problème. Je pose directement la question, sur où en êtes-vous? On a vu 3 grands laboratoires qui ont annoncé donc des résultats, certes préliminaires, mais quand même intéressants ces derniers jours. Où en êtes-vous, vous, sur le vaccin? Et question subsidiaire, est-ce que votre centre de recherche du Val-de-Reuil travaille sur ces questions Covid ou pas du tout, en fait? Alors, je commence par la dernière question. Non, le centre de recherche de Val-de-Reuil a une activité qui est ce qu'on appelle consumer, donc qui n'est pas dédiée à la pharma aujourd'hui. D'accord. Donc non. Puisque notre centre de recherche, en fait, est basé à Beers, en Belgique. Et la production du vaccin se fera dans la région de la Hollande. Donc, non, sur la France, en termes de production et de R&D de vaccins, il ne se passe rien. En revanche, on est extrêmement actif. On a des phases 3 qui ont démarré. Donc, les phases 3, c'est celles où on teste un plus grand nombre de patients. Il va y avoir une cohorte absolument énorme de 90 000 patients qui vont être inclus dans cette étude. Donc, pour les personnes qui s'interrogent sur est-ce qu'on fait vraiment des essais à grande échelle, la réponse c'est oui. 90 000 patients. Et on va avoir une dizaine de centres en France qui vont participer à cet essai de phase 3. Donc, et où en êtes-vous dans cette phase 3? Vous attendez des résultats de phase 3 à peu près quand, vous? ça a démarré.
Donc, en fait, là, on a les premiers patients qui ont été dosés, notamment sur la deuxième étude qu'on est en train de mener la semaine dernière en Angleterre, les premiers. Donc, en France, ça va démarrer. Et on espère avoir des résultats intermédiaires d'ici la fin décembre. D'accord. Et vous, dernier point, mais évidemment, il y a beaucoup d'intérêt, et vous en doutez pour ces questions-là en ce moment. Est-ce que vous, c'est un vaccin dit classique ou à ARN messager? Je crois qu'il est plutôt classique. 1 dose, 2 doses. Quelle est un petit peu votre feuille de route? Ok, le vaccin de J&J, ce qu'on est en train de tester, c'est pour ça qu'il y a autant de patients inclus dans les études de phase 3, c'est 2 types de doses. C'est soit une seule dose, soit 2. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vérifier si effectivement c'est un vaccin qu'on pourrait administrer en une seule dose ou il est préférable de l'administrer en 2 doses. Et en fonction des résultats de ces études, on pourra décider quel est le schéma vaccinal approprié. Quelle était votre question? C'était sur la dose? Non, c'est bon, c'est parfait. Non, c'était sur le type de technologie vaccinale. Tout le monde est devenu, dans la France entière, nous sommes devenus des épidémiologistes, des médecins, des réanimateurs, nous avons tous des compétences incroyables. Je ne vous dirai pas voilà, ce que je pense de tout ça, donc je pense que c'est très bien de lire. On a prouvé à travers cette épidémie qu'il y avait une connaissance sur la science qui probablement n'était pas assez approfondie, donc ça permet depuis des mois de faire monter le niveau et c'est fantastique. Parce que c'est effectivement très compliqué de s'y retrouver. Donc, il y a plusieurs types de vaccins. Et nous, ça n'est pas ARN. C'est un vaccin qui est plutôt, qu'on appelle adénovirus et qui ne se réplique pas. Voilà. Très bien. Un petit peu pas grand-chose, mais au plaisir d'en rediscuter. Merci, on en reparlera. Mathias Daune, vous-même, enfin. Donc, alors j'imagine que vous avez une activité très productive, en fait, à la fois au printemps, peut-être encore maintenant, avec aucune difficulté. Oui, c'est loin d'être terminé. Nous, on assure en fait trois choses prioritaires pour nous. C'est évidemment, la sécurité de nos salariés. On a 3000 collaborateurs en France, moitié dans les usines, moitié dans les fonctions sièges ou commerciales. La deuxième chose, c'est d'assurer le quotidien, d'assurer la production en fait de nos produits. Et puis la troisième priorité, c'est de préparer la reprise. Parce que c'est maintenant que ça s'anticipe. Sur la sécurité de nos salariés, c'est évidemment, comme toutes nos entreprises, c'est d'assurer la mise à disposition de masques, de gel hydroalcoolique, les distanciations sociales. Donc tout ça, on le fait évidemment en priorité. La deuxième chose, c'est assurer la production, assurer le business du quotidien. Ça, c'est la chose sur laquelle on est le plus, on va dire, tiraillé. Ce qu'il faut vous dire, c'est que pour le premier confinement, l'alimentaire a fait plus 15% sur la période de mi-mars à mi-avril. Plus 15%. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Notre outil industriel, vous pouvez l'imaginer, n'est pas calibré, n'est pas câblé pour assurer ce type de demande très forte, puisque sur la première semaine avant le confinement, on était sur des demandes qui étaient à plus 30, plus 40, voire plus 50% sur certains produits. Donc ça, en pleine crise sanitaire… Généralement, les Français ou d'autres accumulent du sucre. Là, c'était du chocolat. Alors, il s'est passé une chose très intéressante, c'est que d'abord, ça a été tous nos produits de biscottes qui ont fait l'objet d'une demande. Ça a été jamais aussi célèbre chez nous, la biscotte. Alors, c'était un marché qui était plutôt atone. Donc là, les ventes de biscottes ont explosé. Et alors, ça continue. Quelle est l'explication sociologique? Est-ce que c'est la grasse matinée avec le télétravail? Non, c'est aussi simple que malheureusement, beaucoup de boulangeries ont fermé pendant la crise. Et puis que les gens étaient aussi rassurés de pouvoir consommer des produits qui étaient emballés. Donc, on ne touchait pas. Ça a été… ce qu'on a vu aussi sur le pain de mie, sur d'autres produits que nous ne fabriquons pas, mais qu'on a vu vraiment augmenter. Le chocolat, c'est venu après. Le chocolat, ça a été vraiment… Le pain de mie, ça a été plus 600%, ça a été une phénoménale performance. Et le chocolat, c'est un effet qui est arrivé après, c'est quand en fait les Français se sont installés dans le confinement. Et là, en fait, on commence à cuisiner à la maison, faire des recettes en famille, les enfants sont à la maison. Et puis, vous savez, pendant les périodes de crise, des produits comme le chocolat sont des produits vers lesquels on va parce que ce sont des petits plaisirs simples du quotidien qui font du bien dans ces périodes-là. Alors, vous avez la parole, vous la gardez. La première question qu'on a envie de vous poser à tous, à toutes et à tous, c'est
Est-ce que la France, au fond, sort gagnante dans la compétition? Ça a été évoqué tout à l'heure. Comment se situe-t-on par rapport aux autres pays? Vous avez des marchés mondiaux et européens notamment. Quel est le positionnement français? Même si sur l'Allemagne, je crois qu'il faut, si on prend en bassant la fin 2019, on est à peu près au même niveau au 1er octobre, au 1er novembre. La France a macroéconomiquement, mais il faut regarder par secteur, la France macroéconomiquement a repris beaucoup plus que l'Allemagne au troisième trimestre. Voilà. Mais alors voilà, comment est-ce que la France est située par rapport aux autres pays? Alors, moi, je trouvais très intéressant dans le baromètre Ipsos, et vous l'avez mentionné, que en fait, déjà, 77% des interrogés nous disent la France, oui, est un pays attractif, et même pendant cette période de crise. Alors, ça, c'est quand même un premier élément qui est tout à fait encourageant. Et le deuxième, je trouve, il se concrétise par le fait que 64%, je crois, des interrogés nous disent, en fait, on va maintenir nos investissements. Et plus d'une trentaine de pourcents autres nous disent, en fait, on va plutôt reporter nos investissements. Et une infime partie les annule. Nous, on fait partie de ceux qui vont maintenir leurs investissements. On a prévu en 2021 d'aller investir plus de 30 millions d'euros en France dans notre outil industriel. On a 9 usines en France. Et ça, c'est, je pense, l'indicateur le plus important dans le fait de pouvoir se dire si la France est attractive ou moins. Moi, je pense qu'elle l'est toujours. Et puis surtout, en fait, on a, nous, entrepreneurs et entreprises, une vocation à surtout maintenir ces investissements si on veut collectivement donner une bonne plateforme de succès au plan de relance qui a été annoncé le 3 septembre, 200 milliards. Il faut que nous, en fait, nos grandes entreprises, on puisse accompagner en fait, ce plan de relance. Pour poursuivre, est-ce que quand on prend le chômage partiel, vous regardez l'ensemble des pays européens, on ne compare pas par rapport aux États-Unis, mais vous dites, tiens, les Français ont plutôt, le gouvernement français, en l'occurrence, les pouvoirs publics, ont plutôt fait plus que les autres ou pas, ou moins? En termes je ne sais pas si vous avez utilisé le PGE, le chômage partiel, ou pas du tout. Peut-être pas, vous. On a utilisé une infime partie du chômage partiel sur tout simplement des activités de force de vente qui ne pouvaient plus aller dans les magasins, puisque donc il fallait malheureusement, sur une courte durée, les mettre en chômage partiel. Mais je dirais, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de garder une certaine flexibilité, d'avoir le moins de contraintes possible. Ça a été dit dans la table ronde précédente. Le plan de relance sera une réussite si on nous permet, nous, entreprises, de pouvoir avoir une certaine forme de responsabilité, une certaine fluidité dans nos actions et surtout qu'on ne nous rajoute pas des contraintes sur d'autres contraintes. Donc ça va être ça vraiment, pour moi, l'indicateur de succès de ce plan de relance qui s'annonce. Très bien. Qui veut réagir d'autre sur cette question? Peut-être Emmanuel Quilès. Est-ce que, en comparaison entre les différents pays, la France, comment s'est-elle située depuis le mois de mars? Et tout le monde pourra réagir, bien sûr. Moi, je peux parler du marché pharmaceutique. En fait, c'est le marché pharmaceutique est un marché qui évolue lentement. Donc, toutes les actions qui ont pu mettre en œuvre par le gouvernement n'ont pas un impact direct sur le marché. En revanche, ce qu'on a vu, c'est des efforts extraordinaires faits par le gouvernement, des présentations que moi, j'avais jamais vues jusqu'ici, à travers notamment l'initiative Choose France, pour essayer de redonner confiance et pousser les labos à réinvestir sur le territoire français. Donc ça, c'est des initiatives fantastiques que je n'ai pas forcément entendues de la part de mes autres collègues. Et donc, nous, on a pu vraiment les valoriser et les mettre en avant vis-à-vis de notre groupe. Donc, moi, ce que je peux dire sur la France, c'est qu'il y a un gros effort qui a été fait en termes de visibilité, de volonté d'attirer les entreprises. On a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui ont développé des nouveaux plans. Vous en avez forcément entendu parler dans la presse et certains laboratoires sont ici aujourd'hui pour parler et je suis sûre qu'ils l'évoqueront. Donc, c'est vraiment une capacité du gouvernement de montrer qu'ils ont envie d'attirer l'industrie de la santé, sachant que ça fait partie vraiment des clés, je pense, pour la réindustrialisation de la France. Donc, très positive. Choose France, effectivement, les initiatives qui ont été prises, mais elles ont commencé 2018-2019. Là, je parlais plus spécifiquement de cette crise sanitaire et économique que nous traversons, et je pointe ma question, ou plutôt je la précise. Est-ce que, en tant que laboratoire pharmaceutique,
dans les relations avec les autorités sanitaires, nous sommes presque entre nous, donc vous pouvez nous parler librement, les relations avec les autorités sanitaires, la Haute Autorité de Santé, la SNSM, est-ce qu'il y a eu la même fluidité ou une meilleure ou une moins bonne fluidité et rapidité d'homologation des essais cliniques, etc. On dit parfois, on susurre qu'il y a un petit peu de retard à l'allumage parfois. Alors, non, une interaction qui est du jamais vu. Donc, ça a été souligné à la table ronde précédente et je peux vraiment le dire à nouveau. On a eu des interactions qui étaient excellentes à tous les niveaux. Et ça nous montre déjà qu'on peut le faire. Donc, c'est quelque chose de très positif. Sur les essais cliniques, on peut parler d'une accélération quand il y a des besoins. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. À nouveau, c'est pour ça que je vous précisais, c'est un marché qui évolue lentement. Et on ne peut pas se contenter d'effets d'annonce ou de réactions qui se passent dans la crise, parce qu'en fait, notre sujet, c'est le long terme. Et c'est arriver à montrer, si on veut attirer des investissements, qui est le sujet clé, je pense, de notre discussion, il faut qu'on montre que c'est sur la durée, en fait, qu'il y a une volonté, c'est pas simplement un effet d'annonce, mais il y a une volonté que dans la durée, on arrive à inscrire des partenariats, des investissements. Quand on parle de baisse d'impôts, ça ne doit pas juste être une année, ça doit être sur plusieurs années, donc avoir véritablement une prospective. Donc tout ce qui est mis en avant, ces aides également, elles doivent être simples et pas trop compliquées. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à toutes les propositions que le gouvernement et les autorités mettent sur la table? Donc, en termes de santé, moi, je vous dis, on a eu une interaction qui était excellente. Si on a besoin de quelque chose, on a une écoute auprès des ministères. Et nous, vous le savez, pour la santé, ils sont nombreux, entre la recherche, la santé, l'industrie, etc. Donc, on a une bonne écoute. Après, il faut tenir sur la durée. Parce que si aujourd'hui, votre entreprise n'est pas implantée en France, c'est pas simplement par un effet d'annonce qu'elle va décider de le dire. Il va falloir pouvoir montrer que sur la durée, il va y avoir un soutien. Et que les impôts vont baisser sur la durée, que les coûts de production vont baisser sur la durée. Et on investit en technologie sur la durée. Donc pour moi, c'est ça les projets. Merci, on reparlera peut-être des impôts et certainement des impôts de production. Béatrice Dupuy, vous, comment voyez-vous cette question? Comment la France en est-elle tirée depuis le mois de mars dans cette crise que nous traversons? Alors, je pense, c'est vrai que vous m'entendez bien parce qu'on me dit qu'on m'entend de loin, mais je pense que tout va bien. Tout va bien. Super. Je pense d'abord que structurellement, notre marché français il dispose de nombreuses forces. Rappelons-nous quand même que la France est la première place européenne pour les sites de production d'entreprises étrangères. Et ça, il ne faut pas l'oublier et ça va rester. Après, est-ce que la France s'en tire mieux ou moins bien que les autres? J'ai envie de dire, c'est même pas le propos. Parce que pour se sortir de la crise, je pense que de toute façon, il faudra deux choses essentielles. Une qui est le multilatéralisme. Il sera très important d'avoir un marché européen fort, avec une coopération essentielle, renforcée de tous les pays, pour pouvoir proposer des solutions qui seront favorables pour tout le monde. Et sans ça, je pense que nous ne pourrons pas sortir de la crise. Le deuxième élément qui est très important et que nous voyons auprès des consommateurs, c'est de restaurer la confiance. On le voit très bien, durant toute cette période, nous continuons d'écouter nos consommateurs avec beaucoup d'attention. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'avec cette deuxième vague a généré en fait un sentiment de peur, de frustration, et qu'il est donc extrêmement important qu'ils reprennent confiance. Et on le voit dans leur mode de consommation. C'est essentiellement pour ça que les grandes marques ont vu un regain de vente, parce que justement ces consommateurs sont à la recherche d'avoir des valeurs refuges, et notamment au sein des marques. Eh bien, ce sentiment de confiance, il existe aussi de manière générale dans la population. C'est pour ça que pour moi, la réponse est un marché européen puissant, une coopération internationale et des initiatives qui vont renforcer la confiance. Merci. Un mot peut-être sur ce plateau ici, Alain Melon et puis Eric. Oui, juste un point par rapport à l'aspect franco-français et la gestion française de la crise par rapport aux autres pays. Ce qu'on a vu, c'est que le dispositif de soutien de l'État a été efficace, puisque dans les investissements d'un certain nombre d'entreprises, les dispositifs qui étaient en place ont été activés et ont permis de continuer cette activité. Nous-mêmes, on avait mis à disposition des dispositifs de financement qui ont été pas très utilisés finalement en France, parce que le dispositif de l'État était efficace et peut-être plus utilisé dans d'autres pays. Donc ça, c'est un premier élément de réponse par rapport à votre question.
Et deuxième vous élément. avez utilisé le chômage partiel PGE bah Non, on n'a pas utilisé. D'accord. Non, on n'a pas utilisé en France, on n'a pas eu recours à ces dispositifs. Le deuxième point, par contre, qui est important aussi, et c'est pour regarder le futur, c'est le fait que dans le plan de relance, ce volet très fort autour de la digitalisation, de la volonté de rendre les entreprises plus résilientes, Ouais. est très fort en France par rapport aux autres pays. C'est vrai en Europe, certes, mais je trouve qu'en France, quand je compare avec mes homologues des autres filiales, la présence est beaucoup plus forte. D'accord. Eric, un mot? Non. Juste pour dire qu'effectivement, la réponse à l'urgence, elle a été extraordinaire. On l'a entendu de tout le monde ici. Maintenant, pour demain, effectivement, ce qui compte, c'est cette dynamique de reprise, cette confiance dans l'avenir. Nous, chez EY, sur les activités de service aux entreprises, la crise, elle a fortement impacté les activités de conseil, moins 30, moins 50. Mais on a vu effectivement dès septembre la courbe en V qui était là. Alors bon, elle s'est cassée à l'instant, mais on peut penser que Comment très est-ce que vite, vous décririez aujourd'hui le profil économique qui nous attend? Donc le V, il y a eu beaucoup d'images. Il y a eu le L, c'est-à-dire on chute et puis ça ne redémarre pas. Heureusement, ça a redémarré. Le V, espoir déçu. Le W, on est un peu dedans et ça se finit par quoi? Le W, là, espérons qu'il reste ascendant, et c'est finalement tout le propos de cette table ronde. On voit bien qu'il y a un ferment en France, une attractivité et aussi une dynamique, une volonté des acteurs économiques et des acteurs politiques pour faire en sorte que ça fonctionne et que ça aille de l'avant. On a entendu aussi qu'il fallait faire attention à nos vieux démons sur la complexité, rajouter des process et ne pas entraver les entreprises. Donc au fond, si on réussit à faire en sorte que tous ces paramètres se convergent, il n'y a aucune raison que le W ne nous permette pas, en tout cas, d'être au-dessus de tous les autres. D'accord. Alors, autre point maintenant, et je vais commencer avec Procter. On va rentrer vraiment plus dans le détail de vos activités, de vos implantations, de vos investissements. Évidemment, vous êtes en train de décider ce que vous allez faire en 2021 en termes d'investissement. Est-ce que vous allez continuer à investir en France ou comment? Est-ce que vous allez limiter les investissements parce que les marchés étant ce qu'ils sont, etc. Et peut-être en commençant par nous rappeler ces dernières années, si on prend les 3 dernières années, ce que vous avez les uns et les autres fait opérer comme investissement, désinvestissement, embauche, pas embauche. Je commence peut-être avec vous, Béatrice Dupuis. Merci. Alors, je vais reprendre un petit peu, peut-être en introduction encore pour rappeler Procter. Donc, nous sommes un des leaders de produits de grande consommation présents dans 180 pays et nous fabriquons et commercialisons 65 marques dans le monde. Alors en France, vous en avez cité quelques-unes, Ariel, Monsieur Propre, Pampers, Gillette, pour n'en nommer que quelques-unes. Et nous sommes établis en France depuis 1953. Et pour répondre à votre question, je vais effectivement revenir un petit peu en arrière. En juillet 2019, notre maison mère a donc opéré une réorganisation mondiale en affinant sa structure, en recentrant ses activités et en se concentrant sur 10 marchés clés, sur 10 marchés prioritaires, dont la France. Et ces 10 marchés prioritaires représentent 80% du chiffre d'affaires total de la compagnie et 90% du profit. Donc cette réorganisation a déjà commencé à porter ses fruits et a déjà profité à la France et je pourrais y revenir. Alors ensuite arrive là-dessus le Covid. Je vous ai fait part de nos 3 grosses priorités qui étaient la protection et la santé et la sécurité de nos employés. La deuxième chose, c'était servir le consommateur et comment on pouvait faire ça en maximisant la distribution et la disponibilité de tous nos produits et d'aider les communautés autour de nous. Et d'ailleurs, par exemple, depuis la première vague, nous distribuons chaque semaine 100 000 de nos produits à diverses associations au profit des plus fragiles et des plus vulnérables. Alors, nos produits sont présents dans 9 foyers sur 10 et dans chaque foyer, vous allez trouver au moins 3 produits en moyenne, 3 produits Procter. Donc, vous voyez que nous avons vraiment à la fois un impact et en même temps, nous sommes très, très à l'écoute des consommateurs. Et comme je vous l'ai dit, nos produits étant essentiellement des produits d'entretien,
Le Covid leur a plutôt profité parce qu'en étant des produits d'hygiène, eh bien, la consommation s'est un peu envolée. Mais encore une fois, c'est donc je dirais, les effets de la réorganisation et notre capacité à répondre efficacement à une demande accrue de nos consommateurs en cette période de crise sanitaire qui a généré des résultats positifs pour notre entreprise et donc qui confirme que la France reste une place extrêmement attractive pour notre entreprise et que nous allons maintenir tout notre cap. Mais pardon, très concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y a des produits que vous testez, vous lancez en France plutôt qu'ailleurs, leader sur le marché européen? Est-ce qu'il y a des investissements, des embauches que vous faites? Ou au contraire, dans cette période, vous dites, bon, on calme un petit peu le jeu et on en reparlera dans 2-3 ans? Alors, parce qu'il y a une incertitude sur l'évolution de la demande quand même à moyen terme. Tout à fait. Alors, cette période a révélé, d'abord, nous a montré que cette période a accéléré des tendances que nous avions déjà identifiées. Donc, elle a accéléré la tendance de naturalité, elle a accéléré la tendance de l'utilisation du digital, du e-commerce, du drive, elle a accéléré le besoin de Made in France, elle a aussi accéléré des modèles respectueux de l'environnement qui sont des tendances auxquelles nous avons commencé à répondre. Et puis, ce que cette crise, je dirais, a révélé également, c'est l'essentialité de nos produits. L'essentialité de nos produits, il est très important pour les consommateurs dans cette période de trouver les produits qu'ils considéraient comme essentiels partout où ils voulaient, je dirais, faire leur course. Deuxième élément, et on en a un petit peu parlé, il y a une exigence maintenant accrue du consommateur pour la santé, pour l'hygiène, pour la sécurité, mais je dirais avec une dose de science en plus. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des consommateurs qui veulent la preuve par la science et par les faits que le produit est performant et qui va répondre à leurs attentes, ce qui était bien moins le cas l'année dernière. Donc ça reprend, ce qui reprend ce qu'on dit tous un petit peu plus scientifique maintenant. Et enfin, la troisième chose, c'est que nos marques restent des valeurs refuges et plus que jamais. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ce que je vous dis, nous sommes très équipés et nous sommes très équipés pour répondre à tous ces besoins. Et donc, la France continue à être un marché prioritaire pour la maison mère et nous n'allons pas changer de cap en matière d'investissement. Alors, ça veut dire quoi? Nous investissons dans nos usines, nous investissons dans l'emploi et nous continuons à investir et accélérer dans les innovations. Alors, si je commence par les usines, il faut savoir qu'en France, donc, on a 2 fleurons français avec Amiens et Blois, qui sont deux usines qui exportent du Made in France pour plus de 50 pays dans le monde. Donc, ce sont vraiment des fleurons pour nous et pour la maison mère. Et donc, au moment justement de Choose France, donc pour reprendre ce qui a été fait dans le passé, au moment de Choose France, notre CEO avait annoncé un investissement de 50 millions d'euros dans l'usine d'Amiens. L'ensemble de cet investissement a été réalisé. Nous avons dirigé ces investissements autour de 3 axes. Le premier, c'est une nouvelle ligne de production de pointe qui intègre une technologie de digitalisation et d'intelligence artificielle. Il faut savoir que ce genre de ligne développe en fait des emplois industriels à forte valeur technique, qui dynamise également les territoires. D'accord. Un deuxième axe derrière ces investissements, nous avons ouvert un laboratoire de contrôle qualité et de conformité de nos produits. Ce laboratoire a été ouvert en juin 2020. Et nous continuons aussi à engager nos efforts pour l'environnement en poursuivant la réduction de la consommation d'énergie. Donc oui, nous comptons 50 millions investis. 50 millions investis. Il faut savoir que sur l'usine d'Amiens, nous avons investi 300 millions sur la période 2015-2020. D'accord. Blois, 20 millions investis, avec essentiellement derrière la réduction de l'obsolescence des matériaux, sur un travail sur le recyclage des flacons. Donc oui, nous investissons dans nos usines. Nous investissons
dans l'emploi. On va revenir vers vous et entendre à nouveau ces investissements. Merci de cette présentation. Mathias Daune, je me tourne vers vous. Vous, en termes de ces 3 dernières années, qu'est-ce que vous avez fait comme investissement? Et la période qui s'ouvre est celle de désengagement, d'engagement, d'investissement, d'embauche. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous nous annoncez? Moi, je crois qu'en ce moment, l'immobilisme est la pire des choses à faire et au contraire, il faut vraiment mettre la pédale sur l'accélérateur. Pour moi, c'est absolument fondamental pour préparer ce que je vous disais tout à l'heure, préparer la reprise. On est chez Mondelez, là, en train d'investir 7 millions dans une usine qui est à Cestas, à côté de Bordeaux, qui fabrique les Mikado, qui sont très consommés en ce moment. D'accord. On vient de signer un contrat de sponsoring avec la Ligue 1 de football et la marque Hollywood. Et pourtant, il n'y a personne dans les stades de foot en ce moment. Mais l'important pour nous, c'est de préparer la reprise. L'autre chose, c'est on va continuer à investir plus en médias. On va augmenter nos investissements médias l'année prochaine de 15%. Et on prévoit, ce que je vous disais tout à l'heure, d'investir plus de 30 millions d'euros dans notre outil industriel, dans nos 9 usines en France. Donc, le message, il est là. C'est fondamental de continuer à investir pour pouvoir assurer cette dynamique. Alors, après, nous, il est vrai que notre industrie est particulièrement demandée en ce moment sur l'alimentation et qu'il faut qu'on puisse suivre la cadence. Et donc, pour ça, il faut investir et calibrer notre outil industriel pour ça. On y reviendra, mais un mot quand même on entendait cette semaine Danone, qui éprouve un certain nombre de difficultés, qui revoit sa stratégie et qui anticipe, qui nous dit, Emmanuel Faber en l'occurrence, qui nous dit, bon, il y a un Covid, mais il y en aura d'autres. Et de toute façon, les habitudes des consommateurs ne reviendront pas comme avant. Il y aura demande plus de local, plus de produits liés à la santé. Vous, évidemment, vous avez des produits qui sont plus, j'allais dire des gâteries, je ne sais pas si le mot s'utilise, mais il y a plus d'interrogations sur la santé parfois liées à vos produits. Comment est-ce que vous abordez cette question? Alors, ça a été dit précédemment, mais cette crise montre l'intérêt des consommateurs et partout dans le monde pour les grandes marques, ça les rassure. La deuxième chose, c'est vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses que l'on fait pour faire progresser la qualité de nos produits. Et donc ça, en fait, on ne le dit pas assez, mais l'alimentation n'a jamais fait autant de progrès ces dernières années dans la qualité, dans l'arrivée sur le marché bio, sur le fait qu'on enlève certains ingrédients qui peuvent être controversés. Donc on fait énormément de progrès là-dessus et les consommateurs nous le rendent bien, puisqu'en fait, ils l'observent. On informe de plus en plus nos consommateurs sur ce qu'on fait. Je vous invite tout à l'heure à aller acheter un paquet de véritables petits beurres. Vous verrez ce qui est écrit sur le paquet. On raconte une histoire. On raconte en fait quel est l'agriculteur qui a produit le blé qui va dans ce paquet via la blockchain. Et c'est vrai que les clients qui ne regardaient jamais les étiquettes il y a encore quelques années les lisent maintenant. Je pense que ce qui est à l'arrière du paquet va venir de plus en plus à l'avant. Pour le dire comme ça. Voilà. Et après, ce qui a été dit aussi, c'est que cette crise ou cette panne, je ne sais pas comment on peut la nommer, on verra ça quand on en sera sorti, en fait, c'est un accélérateur de tendance. Regardez ce qui se passe sur le e-commerce. Chez nous, chez Mondelez, tout ce que la vente en e-commerce, qui est surtout le click and collect, les drives, en fait, on est à plus 40%. Plus 40% depuis le 1er janvier. Ça va durer ou pas? Qu'est-ce que vous anticipez? Évidemment que ce business a recruté énormément de nouveaux clients qui vont rester. Ils y ont goûté, ils ont aimé, ils vont rester. Donc, il y aura peut-être... Enfin, il va y avoir d'autres retours dans les supermarchés, mais il y a une vraie complémentarité qui s'est opérée et surtout le e-commerce a explosé. Donc, et ça va rester. Peut-être pas sur ce rythme-là, mais c'est évident que ça va rester. Merci Emmanuel Quiles. Vous, les investissements, le point sur vos investissements en France et les évolutions pour les années qui viennent. Est-ce que vous avez révisé cet automne vos plans pour 2021 et 2022? Alors, vous savez, quand on parle d'industrie pharmaceutique, en fait, il y a plusieurs sujets qui nous intéressent. C'est celui de la R&D, dont vous avez parlé tout à l'heure, et celui de la fabrication, au-delà de l'aspect de la diffusion et de la commercialisation.
Donc la question, elle se pose toujours pour nous, de savoir si on a gardé nos plans R&D et si on a gardé nos plans en termes de fabrication. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, on n'avait pas de plan d'extension en termes de fabrication et malgré les appels du pied reçus de la part des pouvoirs publics, on n'a pas de projet d'implantation nouveau pour l'année 2021. Donc de ce côté-là, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'on a la capacité, on l'a dit, notamment notre vaccin va être fabriqué ailleurs en Europe parce qu'on avait déjà des établissements qui ont cette compétence-là et qui ont les bonnes capacités. En revanche, le gros sujet pour nous, c'est la partie R&D. Et on a vu, je l'ai dit tout à l'heure, début mars, beaucoup de collaborations se créer. Et c'est là-dessus qu'on veut, nous, vraiment s'appuyer pour la suite. C'est de dire, on a vu des super partenariats public-privé, on a aussi vu des très beaux partenariats privé-privé, et c'est ça qui nous intéresse en termes de R&D. Là, pour nous, la grosse force de la France, c'est quand même l'activité scientifique qu'on y trouve. Elle est reconnue mondialement, elle est reconnue au sein du groupe. On a des centres de recherche publics, notamment, qui sont de très grande qualité. Donc, nous, ce qu'on veut continuer à développer, c'est nos activités autour notamment de l'intelligence artificielle. On soutient à fond la dynamique du gouvernement pour créer le Health Data Hub qui va nous permettre d'analyser des données tous ensemble et de faire beaucoup d'efforts pour essayer d'en faire sortir des résultats qui permettront une meilleure prise en charge des patients. Donc nous, on est très investis sur la partie R&D. On a un partenariat donc en intelligence artificielle avec 40 millions d'euros qu'on a annoncé déjà il y a plusieurs mois en début d'année, qu'on maintient, qu'on va renforcer, qu'on vient de concrétiser là à travers 2 partenariats qu'on a signés. Et en plus, personnellement, je me suis investie, je suis présidente au sein du comité stratégique de filière des industries de santé et de technologie sur la partie IA. Et donc, je pousse à fond pour qu'on ait ce développement de compréhension de la part de l'ensemble des acteurs, qu'on doit tous se mettre ensemble pour partager les données et faire ressortir des projets d'IA. Également, beaucoup d'argent est sur la table par le gouvernement sur cette thématique. Le Santé Data Hub, est-ce que c'est un plus qu'apporte la France par rapport à d'autres pays avec une centralisation, en tout cas des masses de données absolument considérables que d'autres pays n'ont pas forcément? Est-ce que c'est un plus? C'est vraiment un énorme plus. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se mettent en route. Donc là, on en est où? On a avancé, mais en l'état, on a plus l'impression qu'il s'agit d'un pilote. Donc, il y a un certain nombre de choses, de décrets qui ne sont pas sortis, qui ne permettent pas aujourd'hui, par exemple, de définir comment est-ce qu'on valorise les données qu'on vient piocher dans le Health Data Hub. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté pour nous en tant qu'acteurs industriels, c'est qu'on voit des annonces, des projets qui sont absolument fantastiques, qui sont porteurs, qu'on arrive à valoriser auprès de nos maisons mères, mais la mise en route et la mise en œuvre est très lente. Tout dernier point, donnez-nous une illustration de ce qu'on peut attendre concrètement de ces datas. Donnez-nous un exemple médical. Vous parlez d'un projet sur lequel on est en train de travailler avec 8 labos pharma et avec l'Institut national du cancer. On a un projet de constituer un endroit où on va pouvoir partager toutes les données qui concernent le cancer. Donc, que ce soit des données liées à des sujets très techniques de biologie moderne, des analyses d'imagerie, et qui vont nous permettre de croiser des informations pour pouvoir définir des stratégies thérapeutiques qui seraient éventuellement meilleures que d'autres. Et donc ça serait vraiment le projet d'avenir qui nous tient beaucoup à cœur. Et il a été lancé en février 2019 et pour l'instant, on est toujours en attente de pouvoir le démarrer. Merci. Alain Melon, je me tourne vers vous. Alors, on va passer un peu à un autre sujet sur lequel les autres réagiront aussi, mais n'oublions pas la crise, évidemment, mais bon, on sait qu'il y a des stratégies de long terme, notamment celle de l'Union européenne, c'est la transformation numérique. Thierry Breton en parle beaucoup et il est dans l'action là-dessus, mais aussi une Europe plus verte, etc. Bon, vous, en quoi vous pouvez contribuer sur ces sujets-là et surtout quels sont les atouts de la France dans ce domaine? On se doute et on devine que sur le plan numérique, on n'a pas des atouts extraordinaires. Tout le monde est quand même frappé en tant que consommateur, que télétravailleur, etc., que l'Europe n'a fourni aucun des outils qui ont été utilisés depuis 8 mois. Alors, effectivement, les thèmes que vous abordez sont au cœur des plans de relance. Ouais. Plan de relance européen, avec un volet autour du numérique et du développement durable.
plan de relance français. Et je ne suis pas complètement d'accord quand on dit on ne voit pas d'effet. Je pense qu'on commence à voir des effets déjà alors, de choses qui étaient lancées pour certaines avant la crise, mais qui contribuent finalement à trouver des solutions par rapport à ce qui s'est passé. On a entendu plusieurs fois dans cette table ronde les problématiques autour de la donnée et l'économie de la donnée qui commence à aussi être très présente. Je vois au niveau de la Commission européenne, il y a eu des initiatives autour des supercalculateurs qui ont été faits pour avoir la masse critique face aux acteurs américains qui parfois nous écrasaient en termes d'investissement, ou les acteurs chinois aussi ou asiatiques qui nous écrasaient en termes d'investissement sur ces calculateurs. EuroHPC, il y a 200 millions d'euros qui ont été débloqués avec un projet qui s'appelle LUMI, dans lequel on participe, sur lequel on est capable de mettre à disposition des infrastructures pour les acteurs en Europe. En France, de la même façon, le CNRS, pendant l'année 2020 et donc pendant la crise, a étendu son supercalculateur, Jeanzé. C'est maintenant le 10e supercalculateur mondial, technologie que l'on fournit. Ils mettent ces infrastructures à disposition en accès dynamique à des startups pour les implanter en France. Je trouve que c'est des initiatives. Quand on dit qu'il n'y a pas d'infrastructure, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a du concret qui commence à arriver, qui a été mis en place. Mais ça ne suffit pas. Et quand on voit la fracture numérique qu'il y a à certains endroits, pour la crise, ça a été un révélateur. Le numérique, ça a été le fil de vie de beaucoup d'acteurs. Les entreprises en télétravail, vous l'avez mentionné, il fallait que le réseau tienne, il fallait que tout le monde puisse se connecter. Il y a encore énormément de campagnes qui n'ont pas accès à de bonnes connexions. Des entreprises de tissu PME, PMI en France, c'est 2/3 du tissu industriel. Il y en a plus de la moitié, ils n'ont pas accès au débit, enfin ou à la fibre. Ouais. C'est un vrai sujet. Donc c'est ce type d'infrastructure vers lequel il faut aller, je pense, dans cette partie numérique. Avec, je pense aussi, une volonté de faire ça un petit peu différemment par rapport à l'aspect responsabilité sociale ou environnementale qu'on voit dans les plans de relance européens comme français. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'avec l'explosion de toutes ces technologies, le modèle d'il y a quelques années, il n'est pas durable. Et la crise a été un révélateur de ce point-là, un accélérateur. Ça nous a pris le temps pour faire cette transition, mais je pense qu'aujourd'hui, les modèles qu'on doit mettre en place doivent être tournés autour de cette responsabilité. Alors, côté HPE, on a essayé de... Oui, donnez-nous quelques exemples très concrets. Ça passe par l'amélioration de l'efficience énergétique de nos équipements. Donc, il y a un certain nombre d'engagements sur le long terme pour diminuer année après année la consommation énergétique. Ça passe par des modèles complètement différents qui aujourd'hui, des modèles de consommation, au lieu de mettre des data centers qui sont très grands et peu utilisés, avec beaucoup de serveurs qui sont là mais qui finalement ne servent pas de façon complète. Des modèles de consommation qui sont les modèles du cloud et qui profitent aujourd'hui à des acteurs américains, quelques gros acteurs, mais qui en fait demain doivent être adoptés par beaucoup d'entreprises. Et un des enjeux, et c'est là où on peut contribuer, nous, on a des modèles de consommation qui permettent d'importer cette expérience du cloud, l'agilité, ne consommer que ce que l'on a vraiment besoin et pas avoir du surprovisioning ou de la capacité inutile dans son data center. On fournit ces modèles-là de façon à ce que chaque entreprise puisse l'adopter tout en gardant le contrôle de ses données, la souveraineté au niveau européen comme français. Vous avez parlé du Health Data Hub, c'est un sujet d'actualité. Et la sécurité associée. Parce qu'on a vu aussi, vous l'avez vu pendant la crise, beaucoup d'attaques numériques avec des rançongiciels qui ont été présents et beaucoup d'entreprises qui ont communiqué là-dessus. Donc il y a un vrai enjeu de transformation et on peut toujours dire on ne va pas assez vite. La crise nous a pris le temps, quelque part, parce qu'elle nous a pris une partie du temps qu'on avait pour faire cette transformation avec les entreprises. Mais je pense qu'en fait, l'enjeu est surtout de trouver les bons sujets sur lesquels ça peut être fait. Sur l'éducation, le téléenseignement. Beaucoup d'étudiants pendant la crise ont apprécié que leurs universités, leurs écoles soient capables de leur donner les moyens d'avoir les cours en vidéo qui soient correctement diffusés. Donc, tous ces sujets-là, je pense qu'il faut les faire par secteur d'activité en faisant appel aux acteurs qui ont la compétence pour le faire. Merci. Je relance la question peut-être à Béatrice Dupuis sur les questions environnementales ou préoccupations de santé dans vos produits, alors produits d'hygiène notamment. D'abord, est-ce que vous diriez que les Français sont plus
attentif à ces questions que d'autres ou c'est dans la moyenne? Je parle des générations montantes. Oui. Il est très clair que le consommateur français est très mûr et très en avance par rapport aux autres pays. Vous avez 20% des Français qui mettent le réchauffement climatique et l'environnement en préoccupation numéro 1, ce qui est très loin devant le reste des pays qui sont plutôt aux alentours de 8%. Donc on a un consommateur qui est prêt. Deux choses de notre côté. Nous avons la volonté de limiter, je dirais, l'impact environnemental de nos activités et d'accompagner les besoins des consommateurs vers une consommation également plus durable. D'accord ? Donc, du premier côté, ce que nous avons fait, c'est que nous avons proclamé notre ambition 2030, d'être neutralité carbone d'ici 2030. Il faut savoir que déjà Amiens et Blois sont à la pointe. On a 0 déchet enfoui, 100% d'énergie renouvelable. Du côté consommateur, là aussi très important notre activité de la France, le consommateur français est tellement en avance que la France est le marché pilote en termes de naturalité pour le monde. C'est-à-dire qu'on part du principe que tout ce qui va marcher pour le consommateur français marchera dans le reste du monde. Donc c'est le cas ou pas ? La France a pour ça un rôle majeur à jouer. Absolument. Absolument. Je vais vous donner 3 exemples de lancement. Nous avons lancé Always et Tampax Coton Bio, donc avec sur le marché de l'hygiène féminine. Ces initiatives ont été lancées en premier en France. Elles ont été plébiscitées par le consommateur français puisque dans le classement des innovations, je dirais bio, elles sont en numéro 2, toutes catégories confondues, y compris l'alimentaire, numéro 2. Donc c'est vraiment plébiscité par le consommateur. Et du coup, maintenant, ces initiatives vont pouvoir aller dans les autres pays. Et puis, on a également, nous accompagnons le consommateur pour lui expliquer qu'il faut juste consommer aussi différemment. Je vous donne un exemple. La lessive Ariel Pot, c'est la lessive la plus performante du marché à 30 degrés. Alors vous pouvez dire, c'est pas OK, ça veut dire quoi ? Il faut savoir, et je vous encourage à y penser la prochaine fois que vous appuierez sur votre bouton de machine à laver, laver à 30 degrés réduit de 70% notre consommation d'énergie. Ça aussi, c'est un geste environnemental. D'accord, on entend bien et donc on est prêt à tester très vite. Avant de passer la parole à Mathias Daune pour Mondelez, Emmanuel Quiles, il y a une question qui nous arrive de Xavier Poisson, qui nous dit: est-ce que l'industrie pharmaceutique a accéléré, du fait de la crise, la digitalisation, puisqu'on en parlait, de ces processus d'interaction avec les médecins ? Ces derniers, les médecins, sont-ils favorables à un nouveau type d'interaction ? Excellente question. Et qui nous a beaucoup occupés les derniers mois. Donc oui, on a vu une énorme accélération. Alors dire qu'ils étaient favorables, non. C'est encore une fois, c'est une accélération d'une tendance qu'on voyait depuis quelque temps sur le fait qu'on pouvait organiser notamment des réunions et des entretiens à distance. Là, on a été quelque part tous forcés à le faire. Donc, de notre côté, ça a été un gros travail pour former les équipes parce qu'il ne suffit pas d'avoir un ordinateur et d'avoir Zoom pour avoir une interaction. Il faut être formé en sachant comment interagir technologiquement, mais également savoir quelles sont les attitudes et les comportements qu'on peut avoir à distance pour faire en sorte que l'interaction soit utile. Dans un moment où le médecin, en fait, a besoin de temps avec le patient, il ne faut pas l'emboliser avec des choses très compliquées. Donc, énorme travail de notre côté, donc l'ensemble de l'industrie pharmaceutique s'y est mis. Et de l'autre côté, gros travail pour les médecins, mais qui eux-mêmes ont été confrontés à ça, puisque au sein même de leur hôpital, ils se sont retrouvés à interagir avec des collègues aussi à distance. Et là, on a pu voir que tout le monde n'était pas forcément équipé techniquement pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup de systèmes de pare-feu dans les hôpitaux qui ont été des grosses limitations aux interactions et qu'il faut arriver en permanence à réussir à contourner pour pouvoir interagir hors les murs de l'hôpital, ce qui est important pour eux. Donc aujourd'hui, ça existe. On a des grosses variations entre les entreprises, on doit dire. Il y en a qui sont passées à plus de 50% de leur interaction digitale et d'autres qui ont à peine dépassé les 10%. Donc je pense que c'est un ramp-up qui se fait lentement et personne n'est capable de dire sur le long terme quel va être le bon équilibre, mais probablement c'est juste normal qu'on ait cet équilibre qui se fasse aujourd'hui, parce qu'avoir des collaborateurs qui se promènent d'un hôpital à l'autre et qui font de nombreux kilomètres pour finalement avoir une interaction qui est de l'ordre de l'intellectuel,
il n'y a pas forcément besoin d'avoir des face-face physiques. Donc, c'est des grosses discussions qu'on a entre nous pour savoir quel est le bon équilibre. Probablement, c'est les personnes qui sont sur le terrain qui sauront le mieux le définir, parce qu'on est aussi face à des médecins qui ont une appétence pour le digital qui est très variable, et puis qui peuvent avoir aussi un contexte hospitalier que c'est plus ou moins facile d'interagir. Mais on a vu d'énormes congrès qui sont digitalisés en quelques semaines, donc c'est assez impressionnant. Et ça se passe pas mal, vous avez raison de le dire, ça se passe souvent très bien. Mathias Daune, peut-être vous, évidemment, alors j'ai envie de pointer la question environnementale. Vous avez des marchandises, des biens de grande consommation qui voyagent parfois avec de la matière première, etc. Il y a une attente des générations sur l'impact environnemental du transport. Est-ce que vous vous attendez à ce que dans les années qui viennent, vous deviez quand même réduire assez sensiblement, produire plus local, c'est-à-dire réimplanter, éviter que la tablette de chocolat fasse 6 fois le tour du monde avant d'arriver dans notre frigo? Est-ce qu'il y a des changements que vous allez devoir prendre en compte? Et puis il y a évidemment la question des emballages, qui, là aussi, intéresse beaucoup les plus jeunes d'entre nous, mais pas seulement. Absolument, et on n'a pas attendu, hein, ça fait pas mal de temps maintenant qu'on travaille là-dessus. Une des matières qu'on utilise beaucoup, c'est le cacao. Ouais. Et on a aujourd'hui, en fait, chez Mondelez, le plus beau programme de cacao durable qui s'appelle Cocoa Life. Donc, une nouvelle fois, je vous invite à lire au dos de vos tablettes de chocolat, en fait, ce qu'est Cocoa Life, qui est en fait un programme qui vise à assurer, en fait, une durabilité du cacao qu'on utilise. Ça veut dire quoi, une durabilité? C'est quel est son impact environnemental, s'assurer qu'il n'y a aucune déforestation qui est liée à la culture de ce cacao. On a nos partenaires producteurs de cacao qui suivent ce programme, qu'on forme, qu'on visite. J'y étais moi-même l'année dernière au Ghana pour me rendre compte, pour pouvoir expliquer ici à nos clients, à nos partenaires, en fait, comment ça se passe sur le terrain, parce que ça paraît loin, mais l'impact est très important pour les consommateurs, vous avez raison. Le blé, on achète 100 000 tonnes de blé par an. Et on a un blé chez Mondelez qui est particulier, qui s'appelle Harmonie, que vous verrez aussi sur le dos de vos paquets des biscuits Lu, par exemple, qui est un blé qui utilise 20% de pesticides en moins qu'un blé normal utilisé pour faire des biscuits. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses concrètes. Et on travaille tous les ans avec 1500 agriculteurs qui travaillent avec nous sur quelle est la bonne qualité de blé qu'il faut qu'on utilise dans nos biscuits. Et je peux vous dire que quand un agriculteur est sur sa moissonneuse et qu'il est en train de récolter la parcelle de blé qui va dans les biscuits Lu, eh bien, en fait, 1, il en est fier, et 2, il sait où ça va. OK, alors, il nous reste 2 minutes. J'ai envie d'avoir 30 secondes chacun, donc on arrive à peu près au temps, 4 fois 30 secondes. Dites-moi, chacune et chacun d'entre vous, quelle est l'erreur que la France ne devrait pas faire si elle veut continuer à garder son attractivité? Qu'est-ce qu'il faut éviter? On ne va pas finir sur une note pessimiste, mais sur une note d'encouragement. Je ne sais pas qui veut commencer. Quelle serait l'erreur à ne pas faire? Voilà. Alors là, plus en tant que peut-être que Français à la tête d'une entreprise internationale, enfin de sa représentation française, plutôt qu'en tant que chef d'entreprise. Ouais. Allez-y. Donc moi, effectivement, je suis à la tête d'une filiale d'une entreprise américaine, mais je suis avant tout français. Et je pense qu'il y a 2 points, 2 erreurs ou 2 sujets sur lesquels il ne faut pas baisser la garde, il faut garder le cap. La stabilité pour l'attractivité autour de toutes les réglementations, que ce soit fiscale, que ce soit une forme de stabilité, une forme de vision long terme là-dessus. Stabilité. Stabilité. Deuxième point, l'enseignement et l'éducation. Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir des talents autour des nouvelles technologies, les data scientists, etc. C'est important de continuer à réinvestir. Le regroupement qu'il y a eu sur les universités pour avoir des masses critiques ou sur certaines grandes écoles face aux universités américaines, voir des étudiants venir en France, monter leur activité en France parce qu'ils ont fait leurs études en France, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on ne doit pas baisser la garde, au contraire. Donc l'enseignement et l'éducation de ces compétences. C'est le nerf de la guerre pour demain. Emmanuel Quiles. Moi, je dirais simplification. C'est absolument essentiel de poursuivre les efforts qui sont faits, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, manque de lisibilité sur un certain nombre de mesures et grosses difficultés administratives pour lancer des projets. Donc pour moi, la simplification doit être poursuivie. Le deuxième point, c'est la collaboration.
Il faut absolument que les autorités arrivent à montrer qu'on a tout intérêt à se mettre tous ensemble pour résoudre des projets et des sujets, et absolument pas monter les uns contre les autres. Il faut arrêter cette opposition qui nous fait beaucoup de mal entre le public, le privé, notamment on le voit aujourd'hui en santé. Le sujet, c'est pas de savoir qui a trouvé un vaccin, ça va être de savoir comment est-ce qu'on va être capable de l'administrer pour en ressortir tous plus forts. Donc pour moi, c'est deux sujets absolument clés. Et je me permets, Dominique, juste de corriger une chose. J'ai dit tout à l'heure qu'on était 3e au niveau mondial chez Janssen. Donc mon équipe m'a envoyé un message en me disant que j'avais confondu mes rêves avec la réalité. Et nous sommes 6e. Voilà. Bon, écoutez, l'année prochaine, on vous espère 3e. Mathias Daune. Moi, j'aurais envie de dire de nous donner de la souplesse, de la flexibilité pour pouvoir nous responsabiliser. Il faut nous faire confiance parce qu'on est là pour opérer tous les jours, on est là pour être avec nos collaborateurs tous les jours. Donc, c'est confiance, flexibilité, souplesse, pas de contraintes, ou du moins de contraintes plutôt. Et puis une chasse à la destruction de valeur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans ces moments-là. On n'a pas besoin de détruire la valeur. Eh bien, c'est de pouvoir répercuter nos coûts là où on en a besoin, de réamorcer la pompe en fait de la création de valeur en France. Et ça, c'est absolument important. Mais très concrètement, ça veut dire, par exemple, des possibilités d'ajustement de l'entreprise quand c'est nécessaire, y compris des effectifs plus faciles. Je traduis. C'est pouvoir en fait être vigilant quand une entreprise a besoin de répercuter ses coûts, quand elle discute avec ses clients. Je parlais de responsabilité. La responsabilisation, c'est que l'ensemble de la chaîne en fait, prenne la responsabilité de se dire il faut que la création de valeur continue en France. Okay. Ça, c'est fondamental. Béatrice Dupuis, c'est vous qui avez le mot de la fin pour cette table ronde. Moi, je rajouterais à ce qui a été dit deux choses. La première, c'est redonner de la confiance. Toutes les initiatives qui redonneront de la confiance nous permettront à tous de sortir de cette crise grandie. Deuxième chose, continuer à miser sur l'excellence de la production à la française. C'est aussi ça, la marque France. L'excellence industrielle est là, il faut capitaliser dessus, il faut encore aller plus loin, changer parfois l'image vieillotte de l'industrie et montrer à quel point l'industrie est importante pour nos territoires et pour la France. Voilà. Merci à vous quatre et je repasse tout de suite la parole à Éric Fourel, EY, qui va introduire la séquence suivante. Merci à vous deux en visio et à vous deux en présence. Merci énormément Dominique. Je crois que la façon dont on a pu mener cette table ronde, elle est assez incroyable parce qu'il y a tout cet optimisme qui est ressorti et puis il y a aussi finalement, on voit bien que cette tendance autour du développement durable, en fait, c'est une force pour la France. C'est assez incroyable ce que nous disait Béatrice, comme quoi la conscience française est un accélérateur de transformation et quelque part, c'est aussi du coup un atout en termes d'attractivité. Et je crois que chacun des panélistes l'a dit au cours de cette table ronde. Alors, il me revient, je crois, maintenant de passer la transition à Pascal. Non, alors d'accord, c'est toi qui prends le fil conducteur. Voilà. Mais bon, écoute, merci à vous. Merci à vous. Et merci à tous pour cet échange passionnant. C'est un débat qui a confirmé à la fois nos atouts. On a parlé d'excellence industrielle et la volonté d'investir des grands groupes, mais, il y a un mais, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont requises, je retiens ça notamment de la fin de l'échange, et qui ont été mises en avant, des attentes vis-à-vis du gouvernement. On a parlé de confiance, de collaboration, de visibilité, de stabilité, de flexibilité, mais également concernant les entreprises, et je retiens cette formule, dans ce temps, cette période d'incertitude, l'immobilisme est l'ennemi, il faut accélérer. Voilà, je vais demander maintenant à Éric, tu dois rester dans les parages, mon cher Éric, d'accueillir pour nous le premier grand témoin de cette matinée qui va pouvoir réagir à ces échanges. Il s'agit de Pascal Cagny, le président du conseil d'administration de Business France, ambassadeur en charge des investissements étrangers.
Mon cher Pascal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Éric, je te laisse la parole. Écoute, juste quelques secondes, parce que voilà, présenter Pascal, c'est un insigne honneur, c'est aussi un défi, mais je crois que voilà, vous êtes, Pascal, l'ambassadeur de la France en matière d'attractivité. Ça fait plus de 3 ans maintenant que vous dirigez toute cette équipe autour de Business France pour porter haut les couleurs de la France à travers le monde. Et ce succès que nous avons eu, France première sur le podium en 2019, on vous le doit et on le doit à vos équipes en grande partie. Donc c'est un tremplin formidable pour l'avenir. Maintenant, on voit aussi que Covid remet un peu les choses peut-être en perspective. Et donc, évidemment que votre vision, elle est cruciale. Vous avez pendant 3 ans sillonné la terre entière pour vendre la France. Là, j'imagine que pendant le confinement, ça a été un peu différent, un autre mode opératoire, une autre agilité. Mais voilà, donc quel bilan aujourd'hui pour la France, vu du point de vue de Business France. Et puis peut-être, juste avant de vous céder la parole, un mot de remerciement parce que je crois que cette année encore, vous avez accepté de renouveler le partenariat entre Business France et les États de la France pour que le 10 décembre, on se retrouve tous ensemble pour remettre les awards de Choose France. Et donc, merci pour ça aussi. Merci. Eh bien, bonjour. Merci, Éric. C'est un vrai bonheur d'être là. J'étais là il y a 15 ans, mon cher Denis Zervuaki, pour la première édition. Cela ne nous rajeunit pas. Mais ce que je vais essayer de faire très brièvement, en 16 minutes et demie, selon les préceptes offerts par monsieur Olivier Marchal, c'est de partager avec vous une façon un petit peu optimiste de vous démontrer comment on va consolider notre leadership. Mais je vais commencer tout de suite avec une très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est qu'on vient de l'apprendre, c'est qu'à Mont, on va avoir une société sous-traitant suédois Recipharm qui va en fait fabriquer, ma chère Emmanuelle, un concurrent d'un de tes médicaments qui est fait par Moderna. Donc vous voyez, on illustre tout de suite en quelques minutes, quelques mots, le talent rare français qui fait que Moderna, grand succès ici à Boston, géré par encore un CIO français, va finalement produire le Covid et son médicament ici sur le territoire français. La deuxième nouvelle, évidemment, c'est les prix de Choose France, que je ne veux surtout pas oublier, puisqu'il s'agit ici d'honorer cette communauté importante. Je vous rappelle, c'est une communauté de près de 28 000 entreprises, 2 millions de salariés, et donc je vous demande à tous qui nous écoutez aujourd'hui de soit déposer vos dossiers pour y participer, soit simplement suivre cette remise qui se fera le 10 décembre. Alors revenons un petit peu sur le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de parler d'abord de ce qui s'est passé. On a une première phase de confinement incroyable, tout s'est arrêté. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon, et je tiens d'ailleurs ici à illustrer et à remercier l'équipe Business France qui m'aide depuis 3 années, Cécile Andrieux, Tom Vico et Jean-Baptiste Leroux, une belle slide pour vous illustrer en gros que le pays s'est arrêté. Et là, on s'est dit comment on va pouvoir illustrer ce deuxième confinement. Et bien là, on retourne au travail, on le fait masqué et on le fait en vélo. Déjà, on est dans cette perspective du vert et de l'environnement. Alors ça, c'est un confinement fort, important. Et nous, en Europe, bien plus que dans d'autres continents, on a fait le choix très clair de la vie. C'est ce pourquoi, depuis le 28 octobre, nous avons en fait un confinement, un couvre-feu, et ça concerne tout le pays. Et c'est un choix dont nous, Européens, nous devons être très fiers, et nous, particulièrement Français. Puis on a fait un autre choix très marqué en France. On a décidé aussi de préserver notre économie. Et là, c'est très, 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 très fort, puisque jusqu'à 8,6 millions d'employés ont été en chômage partiel au mois d'avril, avec 1 million d'entreprises bénéficiaires. Il faut d'ailleurs noter que ces entreprises citoyennes, que sont les entreprises internationales, ont moins recouru au chômage partiel que les entreprises françaises, parce que sans doute, elles en avaient moins le besoin. Il y a eu 600 000 entreprises aussi qui ont recouru à des prêts garantis par l'État, 123 mois. Donc un énorme filet de sécurité. Et je crois que c'est fondamentalement une information importante parce que ce qui va fonder le fait qu'on va redémarrer mieux que tous les autres. Et là, il faut bien reconnaître que la crise, elle est globale, elle est importante. Je n'arrive pas à me détacher de ces premières de couverture de The Economist, même si je tiens à saluer les belles couvertures que font l'opinion. Et il faut bien avouer que c'est un monde nouveau qui va apparaître. Dans ce monde nouveau, les investissements étrangers qui nous intéressent ce jour
sont en perte de vitesse à une manière incroyable. On parle d'une baisse de 40% des investissements étrangers. Donc une forte baisse qui n'est en fait pas corroborée totalement par ce que raconte, et je crois que c'est l'analyse que l'on a eue avec le sondage Ipsos de ce jour, où finalement vous tous, patrons français d'entreprises internationales, vous dites que les Français, on n'a pas plus souffert, et c'est souvent l'autoflagellation française qui nous conduit à le dire, que les autres pays d'Europe. Donc on sort ni plus ni moins, mais surtout, le point important de cette étude Ipsos, c'était de montrer que l'attractivité reste forte. Nous sommes montés très clairement à un haut, très haut. On parlait de 84% d'intention favorable pour un investissement en France l'année dernière. On est à 77%, mais ça reste un haut très fort. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, c'est ce que disait Dominique Seux, c'est comment on va tirer parti de ce monde nouveau pour en fait consolider cette attractivité qui est le cadeau que nous ont fait en fait des réformes, comme on l'a vu depuis 3 ou 4 années. Et là, j'aimerais à tous vous rappeler d'abord que la France part d'une position extrêmement forte et stratégique. La France aujourd'hui, elle fait en fait la meilleure plateforme pour aller conquérir ce fameux marché de 500 millions d'habitants. Donc avant d'avoir quelques débats et discussions sur ce sujet-là, revenons sur les fondamentaux et dire qu'on a, grâce à Dieu, cet hexagone placé à un endroit rare, sur 2 mers, qui historiquement a été la plateforme idéale pour aller conquérir ce marché de 500 millions. Une fois qu'on dit ça, on sait aussi qu'on part d'une position très forte, puisque, mon cher Eric, EY a eu, après nous avoir challengé pendant de longues années, la force et en fait les faits pour démontrer que notre nation est la plus attractive d'Europe. On l'a aussi démontré par de nombre de projets qui étaient à un niveau record, plus de 1468, et je tiens à saluer là le travail des équipes d'Invest France gérées par Marie-Cécile Tardieu. On a des investissements étrangers qui, à l'opposé de ce qu'on pourrait entendre et comprendre, ne sert pas simplement Paris, même si Paris est plus de 35% du produit intérieur brut français, mais ce sont les investissements étrangers qui vont essentiellement dans les territoires. Et cela, il faut le noter au moment où, avec la loi NOTRe, les territoires ont un rôle essentiel du développement économique. Et ce sont aussi une position forte qui a été grandement saluée par les médias internationaux. Donc aujourd'hui, on a réussi quelque chose de rare, unique et particulier. Après 2 ou 3 décennies où nous étions derrière, le monde reconnaît que l'endroit, la France, est un pays particulièrement intéressant pour pouvoir investir. Et ça, c'est nouveau. Et donc, il faut qu'on en fasse quelque chose pour nous, mais pour les prochaines générations. Alors, d'où vient ce regain d'attractivité ? Ce n'est pas simplement 3 années de réforme, même s'il faut bien reconnaître que le rythme a été fort. On l'a souvent reproché au gouvernement. Les différents mouvements sociaux dans la rue l'ont démontré. Mais il faut se rappeler quand même une vraie réforme du Code du travail qui a amené de la flexibilité, une réforme des taxes qui a aligné et simplifié les choses, une réforme de l'apprentissage. Bref, je ne vais pas tous les nommer, vous les connaissez par cœur. Mais ce qui est clair, c'est que ces résultats ont délivré une opportunité unique pour continuer à ramener des investissements sur le territoire français. Et pourquoi c'est important ? C'est ce que je vous disais un petit peu au démarrage. C'est important parce que les entreprises étrangères en France représentent près de 2 millions d'emplois. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'elles font près de 20% de l'effort de recherche et développement français. Et elles participent aussi à 30% pour nos exportations. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut une fois pour toutes réexpliquer combien l'attractivité du pays, et mon ministre Franck Riester a pris à mes côtés ce bâton pèlerin et va se battre tous les jours via des webconférences. Vous posez la question, mon cher Eric, de comment on fait. Eh bien, on fait des Zooms, on fait des conférences, des webinaires. Et encore, à la fin de la semaine, on va parler à l'Inde. Et il y a quelques jours, on parlait aux États-Unis. Donc l'idée, c'est qu'il faut continuer plus que jamais, nourri de cette position de force, à aller expliquer cela au monde. Et il faut aussi expliquer à nos Français que ces entreprises étrangères ont un rôle très citoyen. J'ai été surpris pendant les 3-4 premiers mois du confinement combien, chacune à leur tour, ont soit participé à la production de gel et de masques, soit eu des dons d'équipements médicaux, soit opéré des collectes de fonds. Mieux encore, je voulais vous citer ce qui n'est pas une anecdote, ce sont les entreprises danoises qui se sont regroupées dans une alliance franco-danoise pour faire du Made in France, du Made in Europe, et elles qui représentent 3 500 emplois directs, plus de 11 000 emplois indirects, ont décidé de démontrer en France combien on allait pouvoir relocaliser cette production. Donc bref, beaucoup de choses très positives et qui me permettent de dire que finalement, aujourd'hui, on a une chance de consolider notre position de numéro 1 d'attractivité si on fait essentiellement 5 choses. Ces 5 choses sont simples.
Il faut d'abord que le poids des mesures de relance, qui était la première préoccupation des investisseurs, soit au rendez-vous. Et là, je dois avouer qu'on est servi. On a un plan massif, le plus important d'Europe, qui est de 4% du PIB, salué partout à l'international. Parlez à vos collègues anglais, italiens, espagnols, j'allais même dire allemands, et demandez-leur s'ils considèrent que c'est une bonne chose et s'ils ne souhaiteraient pas eux aussi pouvoir bénéficier d'un tel plan de relance. Donc on a fait le job et on le fait bien. Et d'ailleurs, on est salué d'ores et déjà par nombre d'investisseurs. Aujourd'hui, Moderna et Recipharm, mais Knof qui annonçait une nouvelle usine lancée en 23 avec quelques emplois créés. Donc on a aujourd'hui des investisseurs qui votent avec leurs pieds plus que simplement s'étendre dans la presse des questions qu'ils ont sur le sujet. Nous sommes attractifs, ils le reconnaissent et ils admettent que ce plan de relance est important. Autre chose, ils se rendent compte aussi que les prévisions de reprise sont plus élevées en France que dans le reste de la zone euro. Et donc peut-être que ce filet de sécurité souvent décrié, puisqu'on nous reproche un petit peu la manne de l'État omnipuissant, sert à quelque chose. C'est que demain, cette consommation dont notre ami M. Daune de chez Mondelez parlait, eh bien, elle va nous permettre d'avoir ce 1, 2, 3% de croissance supplémentaire qui est essentiel pour pouvoir créer de la richesse qu'on pourra ensuite partager. Donc première idée, un plan de relance essentiellement important. Deuxième idée, il faut se rappeler qu'ils nous disent toujours que les forces du marché domestique doivent être encore accentuées. Quelles sont-elles ? Eh bien d'abord, je vous reviens sur le même sujet, on a bénéficié d'un rebond de consommation plus fort que tous les voisins. C'est une étude du BCG qui montre cela de manière mensuelle et qui, de manière mensuelle, montre que ce rebond est plus fort. On a aussi un reconfinement qui, en étant allégé, a permis des effets économiques un peu plus limités. Il y a un différentiel de près de 19%, 19 points en perte d'activité. Donc là encore, l'histoire jugera la conduite des affaires dans ce pays, mais au global, quand vous écoutez ceux qui votent avec leur argent et leur allocation de capital humain, ils nous disent qu'ils sont plutôt satisfaits de ce qui se passe. Et mieux encore, ce que j'appelle de mes vœux depuis de longues années, les Français commencent non plus à simplement épargner, mais ils cassent même la tirelire. C'est extraordinaire. Sur le mois d'octobre, pour la première fois, on a eu une décollection en fait, d'épargne, et on va pouvoir réorienter cette épargne, on va le dire dans un instant, sur les segments extrêmement forts. Donc toutes ces raisons me font penser qu'on a une chance de non seulement maintenir, mais consolider notre position numéro 1, et surtout qu'on a, je vous rappelle, encore et toujours les infrastructures de premier plan. Je ne vais pas vous redire, comme je vous l'ai dit depuis de nombreuses années, combien nous avons le premier réseau routier en Europe, le deuxième aéroport le plus fréquenté en Europe, mais aussi un Eurostar qui nous permet d'aller un peu partout. Mais là, il faut bien avouer qu'on fait aussi le job sur un troisième thème important, c'est la fibre. On a renforcé notre leadership dans le déploiement de la fibre, et quand vous faites une analyse comparée de ce qui se passe dans notre pays par rapport aux autres, on se rend compte que là, une fois encore, on a un vrai leadership, et qu'à l'horizon 5-10 ans, quand on regardera derrière nous, on se rendra compte que les infrastructures créées sont fortes. Voilà ce qui compte dans la tête des investisseurs, et je crois que ça se passe. Alors, on a parlé du poids des mesures de relance, des forces de nos marchés domestiques qui sont encore renforcées. Évidemment, on l'a entendu aujourd'hui avec notre ami de chez Hewlett-Packard, l'accès au talent est essentiel. Et là encore, on parle d'une position de force, une position qui fait que nous avons aujourd'hui un stock d'ingénieurs aussi important en France qu'en Allemagne. Nous avons plus de 300 000 chercheurs, des prix Nobel 64 qui font qu'on a en gros un vrai leadership en Europe sur le sujet, avec 25% des medical fields. Je ne vous le dis plus, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces talents ? Eh bien, on va faire en sorte qu'on puisse les garder, mais on va aussi continuer à les attirer. Et là encore, j'ai été tellement heureux d'entendre cette table ronde précédente qui disait que l'essentiel, c'est qu'on puisse continuer à faire venir ces talents sur le territoire français. Vous avez le French Tech Visa avec le passeport talent, et il faut se rappeler que nos 73 000 doctorants, sur nos 73 000 doctorants, plus de 42% d'entre eux sont internationaux. Le pays a, pendant 4 ans, joué une carte inverse à celle de l'Amérique de M. Trump. Elle a été souhaité la bienvenue à des talents étrangers, et je sais que cela paiera sur le long terme. Il faut aussi noter que c'est une nation, la nôtre, qui est dévouée à stopper la fuite de cerveau. J'étais moi-même témoin, ayant vécu plus d'une dizaine d'années à l'étranger, de ces 1/6 ou 1 sur 6, 15% de jeunes qui, au sortir de leur diplôme, allaient chercher un travail à l'étranger. Eh bien, depuis 3, 4, 5 ans, on ne cesse de réduire cela, cette fuite des cerveaux, et je crois qu'on peut en être fiers ensemble. Et enfin,
plutôt que de se préoccuper de ces diplômés, il faut aussi se préoccuper de tous ces jeunes qui n'ont pas eu le privilège d'une vraie formation. Et là encore, très tôt, notre ministre Bruno Le Maire a parlé d'un plan jeune et il nous permettra sans doute d'avoir autant de contrats d'apprentissage en 2020 en 2019. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette quête des talents, cet accès aux talents, qui est le troisième grand critère qui fonde la volonté des investisseurs internationaux à venir en France. Après, il commence aussi à avoir une quatrième préoccupation qui est celle de l'immigration vers l'économie verte. Et là, je ne vais plutôt que vous donner des promesses, vous donner 4-5 chiffres qui exemplent cette transition qui est en train de se faire. Clairement, affirmer de manière forte, nous souhaitons que la France tire parti du Covid-19 pour devenir la première économie décarbonée d'Europe en 2050. Nous sommes finalement ceux qui avons reçu le COP21 à Paris. Je tiens d'ailleurs à noter la décision la plus importante dans le casting de Biden, c'est l'annonce de Kerry qui va être en charge de cela. C'est une très bonne nouvelle, au-delà du fait qu'il soit francophile, qu'il ait été présent avec sa petite fille pour le COP21 à signer cet accord. Je crois que c'est un signe extrêmement important. Et même si je crois toujours, et je dis toujours que finalement rien ne change aux États-Unis, c'est l'économie qui domine tout, sur ce point-là, il faut le noter et on va avoir un allié très fort sur ce sujet. On va avoir aussi aujourd'hui nos institutions qui fonctionnent et un Conseil d'État qui se prête même garant de la transition écologique, puisqu'il faudra à l'exécutif justifier la trajectoire de réduction à l'horizon 2030. Donc, des institutions qui fonctionnent, c'est aussi un système bancaire qui investit, puisque les Français, vous ne le savez peut-être pas, c'est le pays européen émetteur d'obligations vertes le numéro 1. Et là encore, moi qui ne suis pas très familier des affaires bancaires, je dois avouer que quand j'ai regardé ce chiffre, je me suis rendu compte qu'on est en train, à la faveur du redressement de la place de Paris, de son positionnement en face de Londres, à pouvoir mettre un contenu vert sur le sujet. On a aussi une France qui investit près de 7 milliards, ce n'est pas rien, dans la filière de l'hydrogène, avec la volonté à 2030 d'avoir une production de plus de 6,5 gigawatts de capacité de production. Et puis, on a là encore des investisseurs qui votent avec leurs pieds, un investissement de près de 4 milliards. C'était le 3 juin par Iberdrola, qui, après avoir déjà investi 2,4 milliards, continue à développer des énergies renouvelables chez nous. Là, pour conclure, et s'il fallait encore, mon cher Olivier, vous qui êtes préoccupé par le temps de manière totalement légitime, je souhaiterais vous dire que la fin des financements à l'export des énergies fossiles est essentielle. C'est ce qu'on a décidé ici. Mieux encore, l'Europe fait la même chose et la Banque européenne d'investissement devient effectivement une banque de climat. Voilà, je vous ai donné 4 bonnes raisons qui font qu'aujourd'hui la France fait le job pour pouvoir continuer à attirer les investisseurs étrangers, mais je n'ai pas fini, parce que ce qui me tient particulièrement à cœur, il faut aussi que notre pays maintienne, accélère, en fait, embrasse la transformation digitale. Et là, j'aimerais d'abord vous dire combien notre président, sans cravate ce jour-là, mentionnait aux acteurs de la tech que la France est digitale et que nous accélérons la transformation de notre modèle économique grâce au digital. Alors là encore, je vais vous donner quelques chiffres, vous dire d'abord que le plan de relance a fait la part belle pour faire en sorte que cette French Tech qui nous est enviée par le monde entier, et particulièrement par nos voisins européens, puisse continuer à être soutenue, 1,3 milliard dédiés au soutien des startups. Nous avons aussi des levées de fonds de la French Tech en 2020 sur les opérations à plus de 40 millions qui sont en croissance, alors qu'elles sont à moins 50% en Allemagne, moins 50% en Royaume. Je crois, mon cher Denis, que vous disiez, selon Winston Churchill, qu'il ne faut jamais louper la bonne occasion d'une crise. Il faut, sur cette matière-là, qu'on arrive à réduire la différence, le gap, comme on dit en anglais, avec le Royaume-Uni, et c'est l'opportunité qui est la nôtre. Des progrès aussi dans l'e-commerce, où on peut se vanter d'être passé d'un 3, 4, 5% à près 10% de l'ensemble en valeur des biens qui sont en e-commerce. Mais j'ai quand même ne pas pu vous faire un clin d'œil à tous et vous dire que les Anglais sont déjà à 32% et les Allemands sont à 26 ou 16% si je reviens. Donc beaucoup de progrès, mais encore du travail et un retard comblé. Un plan de relance aussi qui ne s'intéresse pas simplement à la sphère privée, puisque avec la loi ASAP et les ressources de 2,3 milliards, on va vouloir digitaliser à la fois les territoires, l'État et les entreprises. Donc voilà, s'il fallait que je vous montre encore un optimisme non pas béat, naïf, marqué par simplement le sceau d'une politique stupide, mais basé sur des faits et des chiffres, je pourrais vous dire donc que je pense réellement que la France est aujourd'hui équipée pour la décennie à venir à mieux recevoir nos investisseurs étrangers. Mais je ne pouvais pas, mon cher Olivier,
ne pas parler de la vision 2030, investir pour l'avenir. Et puisque vous avez fait le don, la grâce de me donner 20 minutes plutôt que 15 minutes, je vais utiliser 3-4 minutes pour vous parler de cela. Pour vous dire que d'abord, qu'on a effectivement avec le Covid, en gros, le dernier coup de grâce, c'est cette mondialisation basée sur des chaînes de valeur déstructurées. Que ce que j'ai vécu au premier poste, l'hypermondialisation illustrée par l'iPhone, est en fait remis en cause. Rappelez-vous, la somme des composants d'un téléphone circule plus de 800 km au global. Et donc, cette déstructuration des chaînes de valeur ajoutée qui a conduit cette mondialisation presque heureuse, eh bien, elle a aussi conduit à un truc à une mondialisation moins heureuse. Et ce qu'on voit chez nous, un processus de désindustrialisation extrêmement fort depuis 20 ans, avec la France qui est passée à moins de 12% de son PIB sur l'industrie. Mais là encore, des signes positifs sont ici. Je n'arrive pas à être totalement pessimiste sur le sujet, puisque depuis 2017, on a une vraie réindustrialisation et que jamais je n'ai vu un gouvernement la porter comme elle le fait aujourd'hui. Nous avons aussi une réindustrialisation qui continue, où un gouvernement a le courage politique de dire en pleine crise, oui, nous allons continuer à baisser les impôts, et notamment les impôts de production, même s'il y a encore un long chemin à faire. Et une relocalisation aussi, qui est appelée de ses voeux, à laquelle je pense personnellement qu'elle va être extrêmement faible. Très peu de gens font fondamentalement à changer la relocalisation, mais pour autant, on doit l'animer et l'aider avec 1 milliard d'aides à la relocalisation sur des industries dites stratégiques. Santé, agroalimentaire, électronique, intrants essentiels à l'industrie, donc les sous-composants, et des applications industrielles au 5G. Et cette industrialisation, on vous la rend en plus simplifiée par la présence de 168 sites clés en main. Et enfin, mon cher Eric, chez EY, je vous rappelle que vous me montriez combien la France est déjà une destination prisée pour l'industrie, puisque nous arrivons à attirer plus de 20% de l'ensemble des investissements industriels en France depuis plusieurs années. Mais tout ça, pour vous dire qu'en gros, et pour conclure, mon cher Olivier, que la tech est définitivement la formule gagnante pour cette économie post-Covid. Et j'aimerais vous laisser avec 2-3 idées. Il faut finalement reconnaître qu'on a perdu cette bataille, la bataille, celle du PC, du web et de la mobilité. Et ce qui est devant nous, c'est comment on va tirer parfaitement, complètement parti du cloud et de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est ce qui est devant nous, pour nous Français. C'est aussi, pour le faire, l'idée qu'on a un gouvernement qui ne veut plus être partout avec plus de 10 ou plus de 100 clusters, mais qui va se focaliser sur 10 secteurs d'avenir pour avoir un nouvel leadership. Donc on arrive à prendre la prochaine vague, se focaliser sur un nombre réduit de secteurs. On le fait en étant déjà reconnu sur notre innovation. On le fait en sachant que l'on est absent aujourd'hui des top 20 des sociétés tech. On le fait aussi alors qu'on doit bien comprendre que les champions que l'on voit, ces fameux GAFAs, ont été créés il y a 20 ou 15 années. Et donc, il faut juste qu'on ait un tout petit peu de patience. Et la patience, c'est celle qui va nous conduire à entamer cette course aux champions de demain avec les 25 unicornes que l'on est en train de chercher. C'est le fait qu'on a rallié l'Europe sur une souveraineté numérique qui est devenue un vrai combat numérique. Et si on fait ça et si on fait autre chose, si on se rend compte qu'une fois qu'on a focalisé sur 10 secteurs, mais qu'on se songe aussi à enfin créer nos propres plateformes qui sont les vraies superpuissances économiques du futur, comme le dit notre ami Charles-Édouard Bouet sur son dernier livre, mais on se rendra compte que la France, l'Europe, qui a un grand retard, peut effectivement avoir une décennie rayonnante d'autant qu'elle a un actif, et là je vous promets que c'est le dernier point essentiel, ce village culturel en faveur de l'entrepreneuriat, où en fait les 18-25 ans, il y a 13 ans, il y a 8 ans, disaient pour 13% qui veulent devenir entrepreneurs, aujourd'hui ils sont plus de 60%. Si on fait ça, et donc on sait que ce n'est pas une question d'argent, ni de technologie, nous les Français, puissance moyenne, on en a un peu moins que les autres, mais on a les personnes pour le faire, je suis certain qu'on pourra bâtir une décennie radieuse pour notre cher pays. Merci à vous tous. Un grand merci Pascal pour la passion et l'énergie qu'on vient d'observer à nouveau, énergie parfois débordante, y compris sur le timing, mais c'est pour la bonne cause, puisque tu déploies cette énergie pour promouvoir inlassablement l'image du site France partout dans le monde. Merci à toi à nouveau.